Bien, je vais vous demander un petit peu de silence afin que je vous présente Médéric Sausset, qui va intervenir sur un sujet qui devrait résonner en vous, les recettes d'une bonne gestion. Alors dit comme ça, c'est un peu brutal, c'est un peu général, mais on va remettre les choses dans leur contexte et finalement se souvenir que les milliers de bénévoles des OGEC le savent, les structures qu'ils animent sont souvent confrontées à des défis analogues à ceux que rencontrent les entreprises. Et comme ces dernières, vos organisations s'interrogent, j'imagine que c'est le cas d'un certain nombre d'entre vous, sur les incertitudes d'un monde qui paraît de plus en plus complexe, on l'a vu tout à l'heure avec les élus, et puis l'impact également des évolutions sociétales sur leur fonctionnement. Alors avec le concours du philosophe Médéric Sausset, qui est enseignant-chercheur en philosophie à l'IPC Paris, nous allons tenter d'établir un lien entre les deux univers que sont d'un côté les OGEC et de l'autre les entreprises. Deux univers que lui-même connaît très bien. Alors qui est Médéric Sausset? C'est quelqu'un qu'il faut suivre. Il est en pleine progression en termes de notoriété. Ses travaux font foi désormais. Il est enseignant-chercheur en philosophie à l'IPC, les facultés libres de philosophie et de psychologie, qui est un établissement parisien très réputé. Et sa dernière publication, elle peut vous paraître un petit peu complexe, mais peut-être qu'il nous en dira quelques mots. Les vertus épistémiques de l'étonnement. Tout un programme. Voilà. Donc je vous laisse avec Médéric Sausset. On est ensemble jusqu'à 13 h. Vous savez ce qu'on dit, ventre affamé n'a pas d'oreille. Donc à 13 h, vous serez libérés. Et si on peut, à la fin de son intervention, on prendra quelques questions dans la salle. Alors, c'est moi qui m'y collerai, je viendrai avec un micro, je garde le micro dans la main et je vous demande par avance, si vous devez poser des questions, d'être extrêmement concis. C'est quasiment du sujet, verbe, complément, pour éviter, pour pouvoir prendre le maximum de questions. Et Médéric Sausset est prévenu, il faudra faire des réponses courtes. Médéric, c'est à vous. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce soir, ce matin. C'est l'obscurité de la salle. Je tenais à vous dire d'abord deux petits mots pour vous remercier. D'abord personnellement et ensuite au nom de quelqu'un d'autre. Je voudrais vous remercier en mon nom propre parce que je dois beaucoup à l'école catholique. C'est-à-dire que je viens d'un milieu assez simple, on va dire les choses ainsi, et j'y ai trouvé un cadre, une occasion de croissance avec des enseignants. Je pense à Madame Dehamelda qui m'a enseigné la confiance en soi, c'est pas rien, à Monsieur Liévins qui m'a donné l'amour du calcul et tant d'autres. Et vraiment, je dois beaucoup. J'ai rencontré des amis qui sont devenus mes témoins de mariage, parrains de mes enfants, etc. Ça m'a vraiment structuré en fond. Et pour le service que vous rendez, je vous en remercie sincèrement. Médéric, je voudrais juste dire un petit mot. Je me reconnais complètement dans votre témoignage. Moi, je vais beaucoup plus loin. Je ne sais pas ce que ce serait devenu si l'enseignement catholique ne m'avait pas repris en main quand il fallait. Je plus sois tout à fait à ce que vous dites. Et au nom de quelqu'un d'autre aussi, alors c'est une personne très importante qu'il faut suivre. Il s'agit de Alma Sausset, c'est ma fille de 4 ans. Voilà, qui fait sa deuxième rentrée, d'abord en TPS, puis en PS à Saint-Stanislas, à Toulouse. Et voilà, de mois en mois, on la voit croître. C'est extraordinaire. Donc merci pour tout, je suis très reconnaissant. Ça donne envie de s'engager. Et aujourd'hui, modeste contribution pour vous aider dans votre mission
va être de vous donner des éléments pour vous donner à penser, comme vous nous y avez aussi invité ce matin par plusieurs fois. Et donc pour cela, je vais vous présenter quelques éléments. Alors, je vais vous expliquer un peu la structure, mais d'abord, je voudrais vous dire que suivra à la conférence, donc fonction des questions, je rajouterai des éléments, un dossier, donc avec tous les textes sur lesquels je vais m'appuyer, ainsi qu'un certain nombre de questions que vous pourrez utiliser pour vous-même ou dans vos équipes afin de revenir sur vos stratégies, sur vos réflexions, etc. Voilà. Vous aurez également mes coordonnées, ce qui fait que si vous avez des thèmes qui vous importent particulièrement, je serai très heureux de pouvoir vous les transmettre. Voilà. Ça, c'était pour le point méthodologie. Du point de vue du contenu, les recettes d'une bonne gestion, alors ou bien on le fait à la manière du chef Etchebest, et dans ce cas-là, si vous êtes suivre ces vidéos, je le fais, on n'apprend pas vraiment à cuisiner en fait. On fait de très bons plats, mais on n'apprend pas vraiment à cuisiner parce qu'en fait, on applique méthodiquement une recette unique. Sauf que ça ne peut pas marcher pour vous. Parce que vous êtes évidemment dans des réalités extrêmement différentes. L'un d'entre vous disait hier au maire de Toulouse, lorsque je vous ai entendu parler, j'avais l'impression d'être dans un autre monde parce que les réalités dans lesquelles je suis sont tout à fait autres. Et donc ça montre bien que effectivement une recette unique ne pourrait pas marcher. Par contre, ce qui marche toujours, c'est de développer des vertus épistémiques. Non, je ne parlerai pas des vertus épistémiques. De développer les vertus du gouvernant. Et notamment, il y en a une qui est extraordinaire, c'est la vertu de prudence. Alors, vous inquiétez pas, je ne vais pas passer 1 heure sur la prudence, mais bien plus. La prudence, on dit souvent il ne faut pas être trop prudent, etc. C'est vu comme étant une vertu un peu fébrile qui nous empêche d'agir. Rien à voir. C'est la vertu de Marc Aurèle, de Cicéron. C'est la vertu d'Alexandre le Grand. C'est la vertu de gouvernants. C'est la vertu des hommes d'action, selon Platon. Et donc, en fait, j'aimerais structurer les quelques éléments que je vais vous donner sur la vertu de prudence. Et il se trouve que pour agir en prudence, il faut s'appuyer sur 3 éléments différents. Des principes communs, qui sont vrais pour tous, toujours et en tout lieu. Je vais de fait avoir besoin d'un peu d'eau. Je devrais passer moins de temps dans les livres et plus à soulever des haltères. Les principes communs, disais-je, sont vrais donc pour tous, toujours et en tout lieu. Vous avez reconnu, ce sont les préceptes de la loi naturelle souvent. Alors, il ne s'agit pas ici de traiter de la loi naturelle, etc. Malgré tout, il y a tout de même un élément fondamental à bien prendre en considération, c'est le fait que nous tous, vous et moi, et tous ceux qui agissent activement dans la société, ont pour vocation de réaliser ce qu'on appelle le bien commun. Alors le bien commun, c'est un mot qui est très à la mode, qui est de plus en plus à la mode. Voilà, là vraiment, il y en a beaucoup qui en parlent. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que cette notion, elle n'est pas chrétienne à l'origine. Google Maps nous enseigne des choses. Et donc, Platon, vous voyez, insiste sur l'idée que le bien est ce vers quoi toute la cité converge. Vous vous rappelez, c'est le fameux mythe de la caverne. Voilà, il faut aller vers le soleil, etc. Et ces fonctions de la contemplation du bien que l'on peut agir, tout ça, tout ça. En fait, ce qui est vraiment important, pour Platon, il le dit dans la République, donc dans une perspective de gouvernement, la première des choses à prendre en considération, c'est le bien vers lequel on tend. Et donc, ce que dit Platon dans la République va être appuyé par 2 autres auteurs. Je vous donnerai les textes dans leur intégralité. Vous pourrez les lire si ça vous intéresse. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas passer 45 minutes sur les philosophes. Pétrarque va insister sur le fait que le bien propre à l'école, c'est que c'est un bien qui est pour tous. On parle souvent de bien commun, on l'identifie rarement. Le bien commun d'Alma et de tous les autres enfants qui sont scolarisés, c'est l'éducation. Et vous êtes les acteurs
de l'advenu de ce bien commun? Est-ce que vous y pensez quand vous agissez de manière habituelle dans vos engagements? Hier matin, Alma sort de sa chambre et dit Papa, est-ce que je peux mettre ces chouchous là? En fait, elle était tellement dans son activité qu'elle est complètement oubliée de me dire bonjour. Il est régulier de voir des entrepreneurs complètement oublier la mission pour laquelle ils se sont engagés, parce qu'en fait, ils sont complètement étouffés, étranglés par des problématiques de financement, de charges. J'ai 12 employés, j'ai 0 € sur mon compte, comment je fais? J'ai 1 mois. Cas réel. Et donc, on est dans des problématiques un peu difficiles, et en fait, on oublie. Et donc ça, c'est la première chose qu'il faut bien avoir en tête. Quelle stratégie allez-vous mettre dans votre vie? Je ne parle pas de celle des enfants là, je parle vraiment dans votre vie, à vous personnellement, pour, au quotidien, vous rappeler de la mission que vous avez choisi d'assumer. Quelle est votre morning routine? Oui, parce que finalement, c'est ce dont il s'agit. Sur ma montre, c'est une montre que mon épouse m'a offerte à l'occasion de la naissance de notre 3e, il y a le prénom de mes enfants. Et en fait, ça me rappelle au quotidien que le temps que je le vis pour eux. Et du coup, c'est l'occasion d'y penser à chaque matin lorsque je mets ma montre. Sur mes lunettes est gravé les yeux fixés sur Jésus. Vous avez compris, j'aimais les gravures. Et donc, en fait, ça me permet de savoir ce que je fais au moment où je le fais. Quelle est votre morning routine? Quelles sont vos habitudes pour réussir à garder en tête la mission pour laquelle vous avez décidé d'avancer? Et ça, c'est le premier point. Parce que si nous n'avons pas ça, nous n'avons pas de boussole, et du coup, nous ne savons même pas quand on est arrivé. On ne sait même pas quand on est arrivé, si on n'a pas de boussole. Ça, c'est le premier point. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, on va pouvoir faire une distinction. C'est Aristote qui l'a fait entre l'économique et une partie dérivée de l'économie qui serait en fait la recherche de l'argent pour lui-même. Et c'est vrai que quand on est pris par les contraintes économiques, on pourrait vouloir choisir de l'argent. Et je pense à un chef d'entreprise comme ça, qui avait des salariés très engagés dans la mission qui était à portée sociale. Et en fait, il a été pris par les problèmes d'énergie qui ont triplé en 1 an. Vous enlevez les aides, vous augmentez l'utilisation, etc. Ça a triplé, ce qui fait qu'en fait, il était dans le rouge. Et en fait, il ne pensait plus que économie, 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 économie. Il a désolidarisé toute l'équipe et là, c'est en train de se reconstruire, mais la confiance a été cassée. Parce que finalement, on pensait avoir un leader, on pensait avoir une personne qui nous accompagne, sur laquelle on peut compter, et en fait, lui-même était complètement perdu. Donc vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est que pour Aristote, l'économique est mesuré par ce bien vers lequel on tend. Êtes-vous capable de définir pour vous le bien vers lequel vous tendez? Qu'est-ce que pour vous une vie heureuse? Qu'est-ce que pour vos écoles une école heureuse? Une municipalité heureuse? C'est la même chose. Quels sont les signes explicites que cette vie politique, cette vie scolaire est réussie? Et là, il n'y a pas forcément la même réponse selon les uns et les autres. Donc ça, oui, c'est le premier point, et c'est intéressant de voir que, alors il y a Pétrarque malgré tout, mais ce sont d'abord des philosophes. Ça va être repris dans la doctrine sociale de l'Église. Mais si vous vous amusez à lire un peu la doctrine sociale de l'Église, je vous donnerai 2-3 textes, mais c'est intéressant de voir que 80% des arguments sont philosophiques. 80%. Et quand vous avez des arguments de type théologique, c'est des papes qui reprennent des éléments qui sont d'origine naturelle. Ou alors on va vous ajouter des citations, comme par exemple la parabole des talents. Je vais revenir sur cette parabole des talents dans la 3e partie. Ce qui est assez intéressant, vous voyez, c'est de comprendre une chose, c'est que celui qui veut gouverner une société, qu'elle soit globale
ou particulière doit évidemment se gouverner d'abord lui-même. C'est l'enseignement que nous donne un gouvernant et pas des moindres, c'est Marc Aurèle. Dans un ouvrage dont je vous recommande vivement la lecture, parce que c'est une lecture agréable qui se fait un peu au fil de l'eau, c'est un ouvrage qui s'appelle « Penser pour moi-même ». Penser E-E-S. Et en fait, c'est un stoïcien qui en fait, cherche à discerner ce qui dépend de lui et ce qui ne dépend pas de lui. Et en ce faisant, il arrive à se concentrer sur les choses qui dépendent effectivement de lui. Donc ça, vous voyez, c'est le premier point. Après, c'est le premier point, vous voyez, c'est sur les principes communs. Les principes communs sont de nature philosophique. Ils ne sont pas issus des sciences du management ou des sciences de l'innovation, qui justement, en fait, durent un temps. Vous voulez une boussole sûre, appuyez-vous sur ce qui demeure. Et c'est ce que nous enseignent Platon, Aristote, Pétrarque, Marc Aurèle, la DSE, la Bible, etc. Cependant, si on en reste au niveau des principes communs, alors hier je discutais avec Monsieur le maire et puis je lui ai demandé comment est-ce qu'il était arrivé en politique et Monsieur le maire de Toulouse, je précise puisque du coup. Et il me disait, en fait, quand j'étais très jeune, je défendais les idées, etc. Et puis ensuite, j'ai pu entrer dans le concret comme conseiller municipal. Et là, on voit le quotidien des actions. Voilà, vous en parleriez 1000 fois mieux que moi, monsieur le maire. Et ce qui est intéressant, c'est du coup, ça réalise effectivement l'action. Et donc, on voit bien que si on reste qu'au niveau des principes communs, on peut avoir de très belles idées, ça peut être très poétique, peut être très motivant, mais si derrière il n'y a pas des choses concrètes qui arrivent, bah on va rester un peu sur notre faim. D'accord ? Et donc, effectivement, c'est la raison pour laquelle, dans ce deuxième temps, j'aimerais insister sur différentes pratiques entrepreneuriales, ou du moins qu'on trouve dans l'entreprise, notamment, vous savez, sur tout ce qui est économie solidaire, l'économie qui tourne autour de l'écologie, etc. D'accord, sans entrer dans tous les acronymes. Bon. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les pratiques ont évolué. Et de ce point de vue-là, je ferai deux choses avec vous. C'est plus élégant de boire ouvert, mais c'est plus bas. La première chose que j'aimerais noter, donc je vais vous donner quelques éléments, voilà. Je vais vous donner simplement quelques petits éléments de choses qui sont développées par les entreprises. Et notamment, je voudrais m'appuyer sur alors c'est paradoxal, mais une ONG qui a un modèle d'entreprise qui s'appelle Euphoria. Euphoria, E-U-P-H-O-R-I-A, n'est pas très connue. C'est une ONG suisse qui a pour vocation d'aider les leaders qui se consacrent à l'économie sociale et solidaire, aux questions écologiques, à être autonomes. Et donc, ça passe par des apports de formation, de la mise en réseau, etc., etc., etc. Et en fait, il se trouve qu'au début, ils vivaient très très mal. Ils vivaient très très mal parce qu'ils n'osaient pas gagner de l'argent. Bah oui, parce que ce qui les récompense, c'est leur mission. Oui, bien sûr, mais il faut boire et manger. Et la vie n'est pas donnée, surtout en Suisse. Et donc, ils se sont très vite retrouvés dans des situations très difficiles. Et ça, c'est un cas qui est vraiment très concret. J'avais rencontré à une soirée de mentorat deux jeunes femmes extraordinaires avec un superbe projet, mais qui, en fait, ne vivaient avec rien. Elles vivaient avec le RSA. Alors, vous allez me dire, c'est pas rien, mais c'est peu. Et en fait, ces deux jeunes femmes, du coup, en fait, étaient tellement étouffées par les questions financières qu'elles n'arrivaient pas à respirer. Elles n'arrivaient pas à pouvoir s'engager dans les projets. Et donc, en fait, Euphoria, à un moment, a dû faire preuve d'une action qui peut être difficile, c'est qu'elle a licencié tout le monde, sauf le fondateur et une personne qui est restée à temps partiel. Et donc, c'est sûr que là, la situation est un peu difficile. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à cette occasion, ils ont commencé par réaffirmer leurs valeurs propres.
C'est-à-dire que vous avez bien sûr les valeurs de l'enseignement catholique, mais vous avez aussi des valeurs propres à chacune des écoles. Quand on a fait quand on a regardé 2-3 écoles à Toulouse, justement, chacune nous présentait un peu son caractère propre. Et ça, c'était la première chose qu'ils faisaient. La deuxième chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont décidé, en fait, de s'appuyer sur la force de leur communauté. C'est-à-dire qu'ils n'avaient quasiment plus de salariés. Par contre, ils avaient de plus en plus de bénévoles. Parce que, justement, la mission qu'ils portaient, en fait, appelait des vocations. C'est-à-dire que beaucoup de personnes voulaient les aider à réaliser le projet qu'ils portaient. La troisième chose, quand ils ont commencé à se développer, justement avec de plus en plus de bénévoles, ils ont arrêté la structuration pyramidale. D'accord ? Et ils sont passés par des cercles distincts, avec une personne au milieu qui avait pour vocation de faciliter l'articulation entre les différents cercles de gouvernement. Tout ça n'est pas très naturel. D'accord ? C'est ce qu'on appelle des flat business aussi. Enfin, oui, il y a différents types d'expressions. Mais ce qui est assez intéressant dans cette pratique, c'est qu'ils ont osé faire quelque chose qui était très problématique, d'une certaine manière. Parce que ça a disposé beaucoup de gens à vivre peu ou vivre pas. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que pour développer cette pensée-là, ils ont regardé en fait comment vivaient les gens avec des moyens plus simples. Autrement dit, ils se sont inspirés de personnes qui vivaient dans des structures complètement différentes de la leur. Et à partir de ce moment-là, on voit qu'en fait, si on fait un pas de côté, on peut essayer de discerner d'autres stratégies, d'autres manières de pratiquer, afin de pouvoir intégrer de l'argent dans les structures. Je m'explique. Au début, ce qui est assez intéressant dans la pratique de Foria, oui, c'est plus l'histoire de Foria qui m'intéresse. Ah, merci beaucoup, vous êtes bon. Vous êtes très bon, merci. Et donc, en fait, vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est que dans la structure de Foria, c'est qu'ils ont commencé à pointer leurs valeurs et ensuite toute leur structuration s'est faite en fonction de ces valeurs. Et à partir de ce moment-là, ça donne beaucoup de liberté. Par exemple, dans vos écoles, quelques petites questions. Avez-vous de l'immobilier ? J'ai créé des remous. Il y a une école, alors c'est pour les un peu plus grands et c'est un public spécifique, qui s'appelle le séminaire français à Rome. En fait, le séminaire français à Rome, la principale source de financement, c'est les boutiques du rez-de-chaussée. Voilà, c'est une partie du séminaire et en fait c'est loué. Voilà. Alors il faut bien sûr avoir l'immobilier à la base. Hein. Il y a des écoles françaises qui existent comme ça. Hein. Il y a une école qui a un parking souterrain qui finance bien les choses. Alors qui font aussi bien payer, donc du coup ils n'ont pas de problème. Mais vous voyez, mais du coup ça leur permet de porter des projets d'ampleur. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça c'est le premier point. Bien sûr, donc j'ai posé une question pas agréable, je suis désolé. Hein, surtout que le ticket d'entrée pour l'immobilier est un peu compliqué. Mais l'idée c'est de pouvoir essayer de trouver des sources de revenus qui sont différentes. La force de Foria, c'est sa communauté. L'autre jour, il y a quelques mois en fait, à Saint-Stanislas, ils vendaient les anciennes tables, des colliers. Et je discutais avec un papa, il dit « Ah mais moi je vais en acheter un, c'est sûr. Moi j'étais sur ces tables-là. » Et en fait, ce qui était assez intéressant, c'est que il savait même, enfin, il n'était pas question du prix. En l'occurrence, cette personne avait pas mal de moyens, enfin a toujours pas mal de moyens, et en fait, elle était prête à donner habituellement à l'école. Elle était très attachée à cette école.
Et en fait, elle regrettait une chose. Alors oui, c'est pas moi qui vous parle, hein, c'est un ancien d'une école. Hein. Il regrettait qu'il n'y ait pas des alumni. Des alumni. Alumni. Alors, en fait, les alumni, c'est vraiment tout simple. Hein. Par exemple, donc, là, dans l'école dans laquelle parce que je continue à me former, hein, donc, avec HEC, HEC ne fait que ça. Enfin, pardon, c'est un peu rapide, mais fait beaucoup ça. Fait beaucoup ça. Ouais, Emmanuel Courtant-Lagarde va me... Voilà. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'effectivement, une des grandes forces des écoles dites de commerce, je dis dites parce que c'est un peu réducteur en fait, de plus en plus, c'est justement la force de leur réseau. C'est la force de leur réseau. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est assez facile du coup d'avancer, de prendre des contacts, et puis bah, effectivement de générer de l'argent. Alors vous allez me prendre vraiment pour une horrible personne, mais il y a un principe de manipulation qu'on appelle le pied dans la porte. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe. C'est qu'en fait, il faut faire en sorte d'obtenir un premier oui. Si vous demandez à un serveur de vous apporter une serviette en papier, s'il vous plaît, et que vous leur demandez quelque chose après, il sera directement dans la foulée, il sera beaucoup plus disposé à vous dire oui. Parce qu'en fait, il vous a déjà dit oui. Si vous demandez à votre voisin de s'occuper de savoir s'il peut passer chez vous, juste pour arroser une plante, et que 2 mois après, vous lui demandez de garder votre chat, il y a plus de chances pour qu'il dise oui. Alors, on peut dire que c'est de la manipulation et que je suis une horrible personne, je l'entends. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est de comprendre qu'effectivement, lorsque des personnes sont déjà d'accord avec vous, quand elles vous ont accordé quelque chose, elles sont spontanément disposées à aller plus loin. Je reprends l'exemple de cette personne-là. Bon. Imaginez que cette personne, de manière habituelle, donne 10 €. Elle n'est plus à l'école depuis longtemps. 10 € par mois. 10 € par mois, c'est pas grand-chose. Ça fait 120 € par an. Bon. Multiplié par 30, ça fait déjà un peu plus. Multiplié par plusieurs années, ça fait un peu plus. Alors bien sûr, il n'y aura jamais 100%. Peut-être qu'il y en aura 10%. À 10%, c'est déjà ça. 10% de 10 fois 12 fois 20 fois... Ça commence à faire des petites sommes. Mais ce qui est assez intéressant derrière, c'est quoi? C'est que ces personnes sont déjà d'accord avec vous. Elles aiment l'école dans laquelle elles ont grandi, dans laquelle leurs enfants ont grandi. Et donc derrière, vous avez la toiture à refaire. Vous faites un appel à don. Mais là, vous n'êtes pas obligé de créer une communauté, de faire du marketing ou de taper juste sur les gens qui ont actuellement leurs enfants à l'école. Mais vous vous appuyez sur la force de vos communautés. Donc en fait, oui, c'est pas habituel. Je ne connais pas beaucoup d'écoles primaires ou de lycées qui font ça. Il y en a peut-être, hein, il y en a sans doute. Il y en a? Ça c'est super, il y en a. Ça veut donc dire, et merci beaucoup, est-ce que vous sauriez dire laquelle? Vous sauriez dire lesquelles? Combien? 500 000 € ils lèvent en Vendée. Ça commence à être sympathique. Excusez-moi, vous vous appelez comment? Comment? Marie Tertré. Vous irez donc voir Marie Tertré pour les recettes. Blague à part, vous seriez d'accord pour recevoir des membres de GEC dans votre établissement? Au séminaire Saint-Cyprien, en fait, je suis membre du conseil du séminaire Saint-Cyprien, et en fait, ce qui est assez intéressant, il y a depuis 2 ans là, il y a un truc qui s'est fait, ça s'appelle des rencontres fraternelles. Des visites fraternelles. Qu'est-ce que c'est qu'une visite fraternelle? C'est un peu nébuleux comme ça. C'est qu'en fait, je viens chez vous, je m'invite chez vous, c'est fraternel, c'est la famille, je viens. Et je vois comment vous vivez. Et je m'en inspire. Moi, je vous donne mon avis. Voilà. Et puis voilà. Et puis ensuite, vous allez dans une autre communauté. Et puis cette communauté va dans une autre communauté.
Et cette communauté va dans une autre communauté. Et d'un coup, le sang circule. D'accord? On voit de nouvelles possibilités. Voilà ce qu'a fait Euphoria. D'accord? Ils ont pas simplement cherché à appliquer un modèle habituel. D'accord? Ils ont finalement essayé de développer un processus par lequel la vitalité coule. Alors pardon, ça fait un peu poétique comme ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire que quand vous allez... Excusez-moi, le son de 500 000 euros me reste dans l'oreille. C'est quand même pas tout à fait désagréable. Et voyez, c'est ça intéressant. Comment font-ils? Et est-ce que c'est applicable peu ou prou dans mon quartier, dans ma ville, dans ma région? Et à partir de ce moment-là, on voit que c'est intéressant parce que, bien sûr, c'est une question de justice, d'équité, vous l'avez, plusieurs l'ont dit ce matin, dont vous, monsieur le maire, et ce qui est important, effectivement, ça c'est quelque chose qu'il faut défendre, qu'il faut développer, mais vous êtes au créneau là-dessus. Voilà, clairement, je sens que vous êtes... on sent bien que c'est une chose avec laquelle vous êtes à l'aise. Voilà. Que c'est un combat sans doute de tous les jours et avec des discussions pas toujours agréables. Vous en avez parlé tout à l'heure. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il y a ce qu'on fait de manière habituelle et il y a aussi une habitude à développer de penser autrement. Parce qu'il se trouve qu'on pense toujours de la même manière. C'est normal, puisque c'est la même personne hier et c'est la même personne demain. Alors on change un petit peu quand même. On ne change pas. Non, le premier, je ne vais pas chanter. Mais c'est intéressant. On change, mais un petit peu. On évolue sur tel ou tel point, mais jamais complètement. Comment est-ce qu'on fait pour être innovant? C'est mon troisième point. Le premier point, c'était les principes communs. D'accord? C'était les principes communs, ceux qui sont vrais pour tous, toujours, en tout lieu. Donc on les trouve chez les philosophes, dans la DSE, dans la Bible, on est bien. Le deuxième, c'est les principes propres. C'est ceux qui sont vrais, pas forcément toujours en tout lieu, ni forcément pour tous. Et oui, par exemple, le code de la route, bon, il vaut pour la France, pas pour l'Angleterre. Voilà. Il n'a pas toujours valu, il n'y a pas toujours eu le code de la route. Il n'y a pas toujours eu de route. Il y a des endroits où il n'y a pas de route. Et puis, il y a un projet de loi comme ça, comme quoi les écoles doivent construire les routes autour des écoles, de toute façon. Donc, voilà. Et donc, en fait, ce qui est assez intéressant, vous voyez, donc ça, ces principes propres, ils sont intéressants parce que ça veut dire qu'on peut s'inspirer de ce que font les autres. Vous voyez? Ça, c'est vraiment chouette. Parce que vous êtes des personnes engagées, vous serez bien reçus, d'accord? Vous êtes tous invités en Vendée. Et, alors peut-être pas tous en même temps, voilà. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que de fait, on voit bien ici, main dans la main. Vous agissez main dans la main. Et très bien. Rencontrez-vous et prenez du temps. Et c'est vraiment important, et pas simplement de discuter comme ça là ici. C'est chouette, vraiment, faut le faire. C'est vraiment chouette. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment les gens vivent. Parce qu'il y a ce qu'ils disent, il y a ce qu'ils vivent, il y a ce dont ils ne vous parleront jamais, parce qu'en fait, ils sont tellement habitués qu'ils ne font plus attention. Vous savez, c'est ce tableau chez vous que vous avez mis ici parce que vraiment vous l'aimez beaucoup, mais auquel vous ne faites plus du tout attention. Parce que ça fait partie du décorum. Eh bien, c'est vrai aussi des pratiques. On a parfois des pratiques qui sont géniales, d'autres qui le sont un peu moins, et en fait, on ne s'en rend même pas compte. Parce que c'est la coutume. Et si on n'a pas quelqu'un qui vient d'extérieur pour nous le pointer du doigt, comment on s'en rend compte? C'est extrêmement difficile. Bref, je vous invite à honorer le titre main dans la main et à le continuer bien au-delà de ces journées qui vous sont données. Le troisième point, et je terminerai là-dessus, c'est qu'en fait c'est pareil, les principes propres, c'est voilà, quand vous voyez Euphoria, vous dites très bien, mais alors moi si je licencie tout le monde, je fais comment avec mes 200 élèves? Ça marche beaucoup moins bien, hein, d'accord? Bon, donc on voit bien que c'est pas directement applicable. Bon, et donc justement là, ce qui va être important, ça va être d'entrer dans le concret de votre situation à vous personnellement.
j'aurais volontiers une question à vous poser. Pardon, juste avant de poser cette question, on est d'accord que les solutions ne sont pas évidentes. Sinon, on se contenterait de les appliquer. Voilà. Monsieur la police, merci. Et donc, forcément, c'est difficile. Et donc, c'est pour ça que ça demande de votre part d'être innovant. Qui sait comment fonctionne l'innovation? Qui sait ici développer un projet proprement innovant? Mais, oui, mais pas juste avec des grandes idées, avec une méthodologie formelle et précise. Manifestement, un peu moins de la majorité. Donc, vous voyez, à partir de ce moment-là, si effectivement il y a une nécessité d'agir pour le bien, principe commun, on voit que c'est possible avec des hommes comme Euphoria ou comme d'autres institutions. Maintenant, comment est-ce que moi je vais le réaliser? Eh bien, justement, en développant et en mettant en place des processus d'innovation. Alors on va dire, oui, alors donc c'est des consultants, ça va coûter cher, oui, ou pas. C'est-à-dire que oui, si vraiment vous passez par des cabinets, des gens qui sont spécialisés dans le design thinking, oui, parce qu'il faut le dire en anglais, sinon ça ne marche pas, ou dans le cropping, eh bien, effectivement, ils vont vous faire payer. Parce que c'est comme ça qu'ils vivent. Mais ça aussi, certains éléments extrêmement simples qui peuvent être très agréables de vivre dans vos institutions. Le cropping, par exemple, pour le dire avec un bel accent français, consiste en fait à enlever une partie qui semble essentielle et voir par quoi on le remplace ou ce qu'on fait. D'accord ? Vous imaginez, par exemple, voilà, vous possédez un restaurant. Imaginez un restaurant sans table. Ok, et on fait comment? Eh bien, vous voyez, ça met forcément en difficulté. Et donc, ça va amener à un dialogue innovant. Et ensuite, donc il y a différentes étapes. Dans le document que je vous enverrai les deux méthodes que j'évoque là, le cropping et le design thinking, avec quelques étapes clés que vous pourriez mettre en place vous-même sans avoir besoin d'un tiers. D'accord? Si vous voulez vous y amuser. Et donc, vous voyez, ça, c'est une première chose. Le design thinking, c'est différent. Il va s'appuyer sur une question. Comment puis-je aider telle personne à faire telle chose? Voilà. Comment vais-je aider les enseignants à avoir plus de moyens d'éducation? Et ensuite, vous discutez avec les enseignants, vous revenez. Et donc ensuite, vous allez poser comment vais-je aider les enseignants à avoir plus de liberté dans leur contenu éducatif? Ah, en fait, vous avez une première question initiale, vous allez à la pêche aux infos, entre guillemets, et ensuite, du coup, vous reprécisez le comment puis-je aider. Et ensuite, on peut avancer sur une proposition, etc. D'accord, qu'on appellera un pré-prototype, etc. Et vous voyez, en fait, c'est des méthodologies, en fait, niveau abstraction, c'est assez proche du zéro. On est d'accord? Comment puis-je aider? Je pose des questions, je précise ma question. Ça va. Oui, mais en fait, quand on suit les étapes avec énormément de rigueur, eh ben, vous seriez assez surpris des résultats qu'on peut obtenir. Et donc, vous voyez, il y a une nécessité d'agir vers le bien, vous le faites. Il y a la possibilité de le faire, comme Euphoria, comme toutes vos écoles qui fonctionnent. Et enfin, il y a une manière de développer, d'augmenter, de perfectionner, etc. Et ça, les sciences de l'innovation vont pouvoir vous l'apporter. D'accord? Et c'est des méthodologies qui, bien sûr, peuvent être très techniques, mais qui peuvent également être assez faciles à mettre en place de manière assez ludique. Je vais terminer, et puis après, comme ça, je prendrai toutes les questions, remarques, attaques que vous voudrez. Je terminerai avec une simple phrase, vous n'êtes pas seul. J'ai tout à l'heure évoqué la parabole des talents. Vous savez, c'est une personne qui donne des talents à différentes personnes, l'un 10, l'autre 5, l'autre 1 ou 3. Enfin, voilà. Et puis ensuite, ils les font fructifier ou non. Bon, deux questions. 1. Connaissez-vous vos talents? Oh, je sais, ça paraît évident, etc. Il y a une chose que j'aime bien faire quand j'accompagne des équipes,
ça marche quand on est 3 ou 4. Au-dessus, c'est un peu laborieux. Je dis, écrivez sur une carte. On va prendre un exemple. Bon, Emmanuel, par exemple. Donc, il y a Emmanuel et Pierre-Paul Jacques. Et tous les 4, vous travaillez beaucoup ensemble. Bon, très bien. Et alors, chacun écrit les 3 plus grandes compétences d'Emmanuel. Emmanuel aussi, il écrit sur sa carte. Dans l'ordre de perfection. Et on retourne la carte. Eh bien, vous seriez surpris de voir que les réponses ne sont pas les mêmes du tout. Or, parfois c'est semblable, mais parfois c'est pas les mêmes. Vous n'avez pas les mêmes mots. Par contre, quand on demande des exemples, ça va renvoyer la même réalité. Ou alors, c'est pas la même première chose qui vient en premier, etc. Et c'est assez intéressant de le faire sur des équipes qui fonctionnent depuis longtemps ensemble, parce que finalement, on est dans de l'opérationnel et on finit parfois par oublier quelles sont les compétences de l'autre. Ça, c'était le premier point. Apprendre à connaître ses talents, ses compétences. Et le deuxième, c'est dans vos écoles. Encore une fois, c'est encore une autre personne. Là, c'est un autre papa de l'école de ma fille. Il génère 15 millions par an. 15 millions. Ça commence à être sympathique. Qui lui demandera conseil pour générer de l'argent? Il est très bon dans ce qu'il fait. Et vous voyez, c'est une chose toute bête, mais ce papa, dès qu'il peut aider l'école, il le fait. Alors, du coup, les services qu'on lui demande, c'est de cuire des pizzas. Vous sentez le... C'est très bien de cuire des pizzas. Mais, vous voyez, demander la bonne chose à la bonne personne au bon moment, ça suppose de connaître les gens. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment on fait? On a 1000 élèves, 3000 parents, famille recomposée. Et donc, évidemment, c'est pas simple, d'accord? Mais malgré tout, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et les parents se connaissent entre eux. Donc on n'a pas forcément besoin de connaître tout le monde. D'accord? Vous n'êtes pas seul. Nous aimons nos écoles. J'allais dire vos écoles, mais nos écoles. Et si nous pouvons vous aider, nous le ferons avec joie. Sachez-le. Merci. Merci Médéric Sausset pour ce témoignage, ces conseils. Il y avait un silence quasi religieux pendant que vous parliez. Donc j'imagine que vos réflexions ont invité à la méditation. Alors si vous avez des questions, vous levez la main et tel un aigle fondant sur sa proie, je viendrai vous apporter le micro. Levez la main. Allez, j'arrive. Je prends volontiers les attaques aussi, hein. Oui, vous pouvez l'attaquer, le contester, il n'y a aucun souci. Hein. Ça fait partie de la méthode du design thinking. Allez-y, alors c'était ici, hein, je crois, monsieur. Non, c'est moi qui garde le micro. Levez-vous, s'il vous plaît. Ouais. Oui. Venez, approchez. C'est très solennel. Un peu trop. Donc Alain Bovy, Bretagne, Udogec 22, pardon. Bretagne, c'est-à-dire, oui, Côte du Nord. Côte d'Armor, pardon. Attendez, pas de confusion. J'en ai fait exprès. C'est histoire de me déstabiliser avant que je pose ma question. Bon, bien vu. En fait, non, j'ai 2 points, mais je vais être très rapide. Vous avez évoqué le bien commun, avec Platon. Si on prolonge un petit peu le point de vue platonien, platonicien. Platonicien, oui. Voilà. En fait, lui, c'était des philosophes qui devaient gouverner. On rentre dans l'aspect politique, mais je veux dire au sens noble du terme, la gestion de la cité. Et ça repose aussi sur la raison. Comment nous, on fait pour, j'allais dire,
exploiter cet aspect qui gouverne et comment le fait-on. On peut rebondir également sur l'aspect plus lien social au travers Rousseau et son contrat social. Mais je ne veux pas rentrer dans la philosophie, je veux simplement savoir exprimer comment organiser cette gouvernance. Second point, et j'en termine là, pour ce qui concerne l'innovation. Je suis complètement d'accord avec ce que vous avez exprimé, mais là, on est sur un plan plus, j'allais dire, économique. Donc, quelque part, il faut identifier le besoin et trouver la création de valeur. Comment peut-on réfléchir à ça et avec qui? Merci et vive la Bretagne. Allez, c'est à vous. Alors, deux petites questions. J'espère que je répondrai bien et sinon, vous n'hésitez pas à me repréciser. Sur la première question, effectivement, pour Platon, sur les philosophes rois. C'est le rêve de Platon, c'est les philosophes rois. Ça n'a pas joué en sa faveur, hein, puisque vous savez qu'il était emprisonné, vendu en esclavage, retrouvé par un de ses amis. Enfin, c'est un roman. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il y a deux manières d'être un philosophe roi, selon l'idéal platonicien. Le premier, c'est Marc Aurèle et Cicéron. C'est d'être les deux. C'est quand même pas la majorité. Et ça demande surtout, ça demande un travail phénoménal. La deuxième possibilité qui est plus courante, c'est le modèle d'Alexandre le Grand et d'Aristote. Vous savez qu'Aristote fut le précepteur d'Alexandre le Grand, et ils ont continué à avoir des entretiens épistolaires. Et on a des témoignages d'Aristote qui se fait engueuler par Alexandre le Grand pour avoir publié les physiques. Bon, vous n'avez pas les mêmes discussions que nous, hein, mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, Aristote jouait le rôle de conseiller, finalement. Et il n'est pas rare, dans certaines entreprises, d'avoir un conseil, d'avoir un bureau de conseillers. Et donc ça, c'est le premier point, c'est que quand on est dans le gouvernement, quand on est vraiment en charge, on n'a pas forcément le temps ni l'ouverture d'esprit pour se tenir au courant, et c'est difficile. Et donc, c'est bien d'avoir des personnes sur qui compter pour dire, bon, écoute, je vais te présenter là où j'en suis et j'ai besoin d'un retour. Voilà. Ou j'ai besoin d'une information sur ça, je ne maîtrise pas, est-ce que toi tu peux? Encore une fois, on s'appuie sur la force de la communauté, parce que ce que nous, on ne peut pas porter seul, on peut le porter communautairement, heureusement. Et toujours par rapport à ça, on a la chance de vivre, alors ça peut être une difficulté, mais là, en l'occurrence, c'est une opportunité, de vivre dans un monde hautement numérique. Et donc, on peut avoir accès à énormément de contenu, pour autant qu'on sache où bien trouver. Et vous avez par exemple, alors c'est très à la mode, donc ça vous devez connaître, les TED, les TEDx, on a les podcasts de Adam Grant, on a énormément de choses qui est fait en collaboration avec TED. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut très facilement avoir accès à du contenu de grande qualité pour nous aider à penser un peu hors cadre, tout en continuant à nous former. Donc ça, c'est ce que je répondrai rapidement. Le deuxième point, c'était Memory Labs. Ah oui, la création de valeur. Alors ça, c'est intéressant. Merci beaucoup. Heureusement que vous êtes là. Et donc, alors c'est un peu particulier. Il faut savoir que ces méthodes d'innovation ne sont pas que pour la dimension business ou pour gagner de l'argent, etc. Hein. Ce sont des méthodologies qui sont aussi utilisées pour simplifier des process, pour réaménager des pièces. Voilà. C'est pour ça qu'on parle d'architecture. Voilà. Et c'est pour ça qu'on parle de design thinking. Parce qu'il y a vraiment une idée de travail sur l'architecture, sur l'ensemble des éléments. Donc c'est pas seulement financier. Par contre, vous avez effectivement bien pointé le terme. C'est de l'ordre de la valeur. Quelle valeur ça va engendrer? Mais en fait, la valeur n'est pas forcément seulement financière. Elle peut être aussi humaine. Mais on voit bien que c'est lié parce que si vous créez un ensemble dans lequel les gens sont bien, se développent bien, etc., bon bah forcément ça va attirer. On voit bien, monsieur le maire, tout à l'heure quand vous présentez le modèle, le repas à 1 euro, tout à l'heure vous avez reçu 2-3 applaudissements, tout, voilà, etc. Et plusieurs fois parce que ce qui est bien fait attire. Ce qui est bien fait attire. Oui. Donc c'est comme ça que je répondrai rapidement. Merci. Alors question suivante, monsieur approchez, vous êtes de Bretagne ou d'Alsace? Laissez-moi deviner. Non, pas tout à fait. Je suis de l'Île-de-France et je suis responsable. Personne n'est parfait.
Et donc, je suis responsable de l'EGEC d'Antony. Et si je rebondis sur votre point 3, moi, j'essaye d'introduire une notion qui me semble importante pour l'innovation et d'ailleurs la conduite du changement. C'est la sérendipité. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez et si vous aviez des commentaires. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que sérendipité, je peux essayer de l'expliquer. Oui, allez-y, définissez. Moi, je ne suis pas professeur, donc je vous l'expliquerai très mal. La sérendipité, c'est l'art de saisir des idées sur le moment. Par exemple, vous avez l'occasion des rencontres et vous ne savez pas ce que vous allez chercher, mais vous dites que vous trouverez quelque chose. Donc, c'est l'art de saisir des idées, c'est l'art de sortir du cadre. Et c'est l'art, par exemple, aujourd'hui, quand je vois quelqu'un, je ne me dis pas je vais lui demander quelque chose ou je vais obtenir quelque chose. Je vais l'écouter, peut-être que j'aurai une idée et peut-être que cette idée sera là. Quand je vous écoute, je me dis quelle idée je pourrais avoir. Pardon, l'idée que je pourrais avoir, c'est de vous parler de la sérendipité pour savoir si vous pouvez en reparler à nous et nous rendre plus intelligents. Non, Ceci étant, vous trouvez pas, Médéric, qu'il aurait fait un très bon prof, quand même s'il n'était pas... On peut peut-être l'applaudir, non, quand même? Intéressante question. À vous pour la réponse. Très intéressante question. Et en fait, il se trouve... Merci. En fait, c'est la première étape d'une des deux méthodes que je viens d'indiquer, le design thinking. C'est justement, en fait, on n'apporte pas de réponse. C'est une des règles fondamentales. Donc, on ne pose pas de questions qui vont venir biaiser. En fait, on met l'exemple le plus évident, c'est ceux qui ont inventé le pommeau de douche avec le tuyau. Non, excusez-moi, je me trompe. Pardon, est-ce que je reprends? Ah, ça glisse pas très bien là. Ça fait pas une bonne piste de danse. Bon, c'est ceux qui ont inventé le mitigeur. Et pour pas qu'on ait deux robinets, etc. Et en fait, comment est-ce qu'ils ont fait? Bon, ils ont regardé des gens prendre une douche. Ah oui, les gens étaient d'accord, hein, rassurez-vous. Et donc, en fait, ils ont regardé, ils n'ont pas posé de questions. Ils ont dit, on travaille sur ça, sur les douches, et on ne pose pas de questions. Et en fait, ils ont regardé la personne vivre. Et en fait, c'est à cette occasion qu'ils ont pu comprendre que la douche, ce n'était pas simplement un lieu de soins pour se laver, etc., mais c'était un lieu de délassement, etc., etc. Et donc, pour faciliter ça, ils sont allés vers cette idée-là, petit à petit. Alors, l'histoire raconte les enfants qui ont été un peu ébouillantés parfois. Mais vous voyez, c'est dans cette idée qu'il y a deux principes qu'il faut mettre en place justement pour développer ça. C'est ne pas poser trop de questions. Donc, en fait, votre démarche est parfaite. Enfin, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et la deuxième, c'est qu'il s'agit au mieux de voir ce qui se passe dans l'environnement des gens sans modifier cet environnement. C'est-à-dire que si vous me parlez de ce que vous vivez dans votre GEC, même si je ne vous pose pas de questions, en fait, vous ne me direz pas ce que vit votre GEC. Vous me direz ce que vous voyez de ce que vit. Donc, ça crée déjà une distance. Et ensuite, c'est encore différent, mais ce que vous dites m'invite à le noter, c'est qu'un des piliers de l'innovation, c'est justement de ne pas en rester à une seule discipline. Un exemple que vous connaissez, c'est Steve Jobs. Vous savez, hein, les Mac, les iPhones, etc. sont élégants. Alors, il y a une étude qui a montré que des gens qui travaillaient sur iPhone étaient plus innovants selon l'opinion de ceux qui voyaient les gens. Vous mettez deux personnes, une qui bosse avec un Mac et l'autre qui bosse avec Asus. Et j'ai pas de part. Hein. Et en fait, ceux qui travaillent avec Apple est jugé a priori, donc sans savoir qui c'est, plus innovant. C'est intéressant. Et ça, c'est lié à l'élégance et ça a été voulu. Ça a été voulu par Steve Jobs. Et il a fait des études et en fait, quand il était à l'université, il avait suivi un cours pas de calligraphie, mais un cours un peu comment? Non. De typographie, je crois que c'est ça. J'ai pas qui. Bah, merci à la personne qui nous. Voilà, et donc ça invite aussi, voilà, pour ne pas biaiser, c'est aussi intéressant d'écouter des gens qui sont de milieux extrêmement différents, parce que vu qu'en fait on ne sait rien de leur milieu, bah, on ne peut pas biaiser la chose. Donc ça permet d'avoir plus d'eau à notre moulin. Et je regarderai ce concept, il me plaît beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Une troisième question, ça sera peut-être la dernière si elle est trop longue. Et si elle n'est pas trop longue, c'est pas vous? Non, c'est à vous. Venez, levez-vous. Ouais. Allez-y. Sandrine Chantilly, présidente de la Fédération régionale de Guyane.
Oui, donc je vous remercie pour votre intervention, qui d'ailleurs me permet de faire le lien avec ce qui a été exposé ce matin. Si je retiens les 3 points que vous avez développés, un premier point, référentiel commun, qui s'applique à tous. Un deuxième point, qui fait référence donc, aux notions, aux spécificités de chacun. On peut faire, on ne peut pas faire, ça s'applique à droite ou à gauche. Et enfin, la notion d'innovation. Et donc moi, je vois la question de l'innovation pour répondre à nos spécificités. Donc ça me permet donc de faire le lien avec ce qui a été présenté ce matin. Très bonne idée, bien sûr, sur le concept de restauration. Comment faire face aux fonctions support pour nos OGEC, les fonctions support dont s'emparent les collectivités pour les établissements dans le secteur public. Une très bonne idée pour la Guyane, pour les Outre-mer de façon générale, mais encore plus pour la Guyane. Je veux dire que les collectivités en France nationale, on l'a dit, doivent faire un effort, monsieur le maire de Toulouse doivent faire un effort de 2 milliards d'euros cette année sur leurs ressources financières. Donc il faudra apprendre à gérer la pénurie en fait en quelque part. Nous dans les Outre-mer, on gère la pénurie depuis de très très nombreuses années. Donc à savoir où les fonctions support, donc que ce soit le ménage, la fonction propreté ou la fonction restauration, on en est à se dire est-ce qu'il faut qu'on aille vers de l'externalisation ou on continue de le faire en régie. En Guyane, les collectivités vont vers de l'externalisation. Comment nous, au GEC, pouvons aller vers ces collectivités qui sont déjà très pauvres? Là, j'ai entendu dire par l'un d'entre vous qu'un établissement, premier établissement ouvert en 40 ans. En Guyane, on ouvre 6 établissements par an. 6 établissements par an. Donc, comment faire en Guyane? Très bien, on vient ici. Moi, j'apprends de belles choses et on va essayer de discuter avec... Et je remercie Pierre Vincent d'avoir... et la FNOGEC de façon générale, sur cette thématique, ensemble, main dans la main, avec les collectivités territoriales. Donc, on va essayer d'aller vers eux, sur les fonctions support, restauration, etc. Mais eux-mêmes ne savent pas comment faire. En France hexagonale, enfin en France entière, on va devoir, pour ces fonctions support, restauration, propreté, etc., il y a certains emplois qui font ça, dans les cuisines, le ménage. On appelle les PEC, ce sont des contrats précaires. Donc, il faudra passer de 65 000 PEC à 30 000 PEC. Donc, y compris pour les collectivités dans l'Hexagone, va se poser cette question de comment aider les OGEC sur ces fonctions support. Et après, nous devons donc, dans l'innovation, nous en Guyane, chercher à faire face à nos propres réalités. Donc, j'ai entendu vos notions des talents. Eh bien, la plus grosse difficulté, c'est de faire la recette, donc avec chaque ingrédient, voir comment on va faire la recette qui va matcher. Si je prends l'exemple de mon fils... Pas trop long, s'il vous plaît. Oui, qui est dans l'enseignement catholique. Merci pour l'enseignement catholique, comme la vôtre, qui a 16 ans, qui va avoir son bac à 16 ans. C'est un potentiel intellectuel. Il a 21 même sur 20 de moyenne générale en maths, mais en philo, il a 9. Je ne sais pas comment lui faire réussir. Et il va passer le bac tout à l'heure. Alors, si. Merci, on l'applaudit. C'était un superbe témoignage. Alors, j'ai vu que vous êtes beaucoup tournée, madame, vers le maire de Nègrepelisse. Je pense qu'avant de passer la parole à Médéric Sausset, parce qu'il y a vraiment matière à faire une réponse bien charpentée, peut-être vous auriez souhaité réagir sur les perspectives financières qu'elle décrit comme étant très très contraignantes. J'imagine que vous, c'est un sujet qui vous préoccupe, en particulier s'agissant de votre population scolaire. Levez-vous, s'il vous plaît. C'est l'armée, excusez-moi. Désolé, Médéric. Alors, il se trouve que hier, j'étais interviewé sur une radio locale et on m'a posé un peu le même type de questions. C'est vrai, beaucoup de collectivités, et donc à travers ça, certainement les OGEC se tournent ce qu'on appelle la DSP, c'est-à-dire la délégation de services publics. Moi, lorsque je traite quelque chose, et très certainement je me sers de tout ce que vient d'expliquer notre intervenant, je dis que je ne suis pas du tout contre la délégation de services publics. Par contre, je suis absolument convaincu qu'il n'y a rien de plus efficient et efficace qu'une régie publique bien menée. Et clairement, dans ma commune et aussi dans mon intercommunalité, je lutte, parce que ce n'est pas l'idéologie de tous les hommes et femmes politiques, je lutte pour prouver qu'une régie publique bien menée, alors oui, il faut être innovant, c'est vrai, il faut avoir des principes innovants qui vont faire en sorte que les fonctions support
donc on va parler de toutes les fonctions support, qu'elles soient administratives, qu'elles soient techniques, viennent avec nous dans cette innovation pour que la régie publique soit efficiente et efficace. Si je prends le seul exemple de ma collectivité, on a fait en place, alors je regarde mon président d'OGEC parce qu'il est dans la salle, mais pendant des années, il y a eu une mise à disposition et un emploi commun entre la commune et l'OGEC qui a permis à l'OGEC à la fois de faire des économies financières et à la fois à la commune d'utiliser la personne sur les temps dont elle avait besoin et surtout à la personne de bénéficier d'un temps plein et d'avoir une carrière complète. Donc oui, ce système de relations existe. Je regrette, et là par contre je suis conscient parce que je le vois dans les collectivités qui m'entourent, Nègrepelisse se fait un peu bande à part sur ces principes, j'allais dire un peu innovants, mais je suis persuadé que la régie publique bien menée, elle peut être au service de tous, y compris de l'enseignement catholique bien sûr. Merci Morgan Tellier. Je crois que ce sera la dernière question, hein. Il n'y en a pas d'autres. C'est très bien. Allez, c'est à vous pour la réponse. En 30 secondes donc, parce que Ouais. voilà, il est l'heure. Je serai à votre place. Je commencerai ma réflexion en disant, avec la méthode de cropping, c'est-à-dire en coupant une partie, et j'essaierai d'imaginer comment vous structureriez vos OGEC sans aucun... comment vous avez appelé ces contrats? PEC, avec 0 PEC. Je ne dis pas que c'est ce que vous devez faire. Je commencerai la réflexion comme ça. C'est ce qu'on appelle les extreme users, les utilisateurs les plus extrêmes. Voilà. Et en fait, ça vous mettra dans une situation de difficulté qui vous obligera à essayer de penser autrement. Voilà. Ça, c'est ce que ensuite, ce que vous avez fait est magistral, c'est-à-dire venir ici, effectivement, vous rencontrer des gens pour voir ce qui se passe. C'est exactement comme ça. À mon avis, vous tenez la bonne solution. Et ensuite, monsieur le maire, j'allais dire des choses, un point semblable au vôtre, c'est de voir qu'effectivement, c'est intéressant de voir aussi, du point de vue local, ce qui se vit, pour voir dans quelle mesure il peut y avoir des synergies justement entre les différentes institutions, peut-être complètement autre chose que les écoles. Et par exemple, le maire de Toulouse tout à l'heure avait évoqué que l'endroit qui préparait les repas pour les enfants s'occupait aussi des personnes âgées, il me semble. Et donc on voit qu'il peut y avoir des choses comme ça. Vous en avez donné un exemple éloquent. Donc il y a sans doute des choses à penser. Et pour ça, la méthode que je vous indique pourra peut-être vous aider. Je vous enverrai vraiment quelques liens. Pour ceux que ça intéresse, je vous enverrai quelques liens pour que vous puissiez entrer personnellement sur la méthode. D'ailleurs, vu les 2-3 retours, je vais vous l'envoyer en début de semaine prochaine, comme ça j'aurai le temps de repréciser certains éléments, voilà, pour être plus précis. Je voulais vous remercier pour votre engagement, comme je l'ai dit au tout début. Je vous souhaite du courage et je vous souhaite de devenir des hommes prudents, des hommes et des femmes. Et les femmes, merci. Comme dit Sacha Guitry, quand je dis homme, j'embrasse toutes les femmes. Non, Merci beaucoup, Médéric Sausset. C'était vraiment... c'était une belle respiration qu'on a partagée avec vous. Merci beaucoup.